Monsieur le Président. Le pacte mondial de l'ONU pour des migrations sûres, ordonnées et régulières est un projet d'accord international qu'il faut absolument combattre. S'il se contentait de demander aux États de respecter les droits de l'homme des migrants, on pourrait l'accepter. Mais il va bien au-delà. C'est un texte qui cède à un immigrationnisme fou. Il affirme dans son point 10 que les migrations font partie intégrante de la mondialisation et en déduit dans son point 11 qu'il faut, je cite, les faciliter. Il veut en réalité créer des filières de migration légale en partant du présupposé expressément repris par la résolution du 18 avril 2018 du Parlement européen que les migrations sont forcément bénéfiques pour les pays d'accueil. Moi, je pense au contraire que les migrations de masse sont un fléau qui déstabilise les pays d'accueil et je félicite les courageux États qui ont décidé de refuser ce funeste pacte mondial. Bravo aux États-Unis, à la Hongrie, à l'Autriche, à la Tchéquie, à la Croatie, à la Pologne et à la Bulgarie. On en entend parler depuis plusieurs jours, mais le pacte mondial de l'ONU sur les migrations est toujours en cours. Il doit être ratifié en décembre prochain. Est-ce que déjà, on peut faire ensemble la genèse de ce pacte et savoir quand est-ce que ça a commencé et quel est l'objectif à long terme de ce pacte ? Alors, au départ, dès l'année 2015, l'ONU, c'est sa fonction d'une certaine façon, s'est préoccupée d'essayer de réguler les migrations pour tenir un cap entre les souhaits et les demandes des migrants d'un côté et les possibilités des pays d'accueil de l'autre. Ce pacte a été négocié à partir de 2017. Il a abouti à une sorte d'accord le 13 juillet 2018 et il doit être ratifié en décembre 2018 à Marrakech. Et ce pacte précise que ces migrations doivent être sûres, doivent être ordonnées, doivent être régulières. Et les trois adjectifs ont de l'importance parce que sûr, ça veut dire pas de risque pour les migrants, ni non plus pour ceux qui les accueillent. Ordonné, ça veut dire qui font l'objet d'une concertation entre les pays d'origine, les pays de destination et les pays d'accueil. Et régulière s'oppose à irrégulière, c'est-à-dire qui veut freiner les migrations irrégulières, les trafics et les manœuvres qu'il y a autour de ces, et les drames aussi, qu'il y a autour de ces migrations irrégulières. Voilà un petit peu la genèse et l'objectif de l'ONU. Alors, on en entend parler beaucoup sur les réseaux sociaux notamment, parce que c'est vrai que les médias français nationaux, pour l'instant, en ont fait peu écho visiblement. On a l'impression qu'on oscille entre deux choses. D'un autre côté, on a l'impression que c'est enfin une tentative de régulation des flux migratoires, et de l'autre, certaines voix commencent à parler d'invasion de l'Occident programmée. On imagine que la vérité, comme d'habitude, doit se situer à peu près entre les deux. Moi, je dirais que ce pacte, il est doublement déséquilibré, qu'il est vide, et qu'il est inapplicable. Alors, il est doublement déséquilibré parce que l'ONU n'a considéré que le côté positif des migrations. C'est-à-dire, l'ONU dit, les migrants contribuent pour 9,7% au PIB mondial, ce qui est d'ailleurs extrêmement curieux, parce que si les migrants, comme dit l'ONU, ne représentent que 3,4% de la population mondiale, imaginez que 3,4% contribuent à 9,7%, ça veut dire que ou bien les migrants travaillent 3 fois plus que les autres, ou bien sur les autres qui ne travaillent pas. Et en fait, la réalité, c'est que l'ONU tient compte de l'aspect positif qui existe effectivement de la migration, ce qu'elle apporte comme plus-value au PIB. Elle ne tient absolument pas compte de l'aspect négatif, c'est-à-dire des migrants qui ne travaillent pas, soit parce qu'ils sont trop jeunes, ou qui n'ont pas trouvé de travail, ou qui n'ont pas envie de travailler, et elle ne tient pas compte non plus des migrants qui sont en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'elle ne tient compte que des aspects positifs et qu'elle supprime ou qu'elle gomme les aspects négatifs. Alors ça, c'est déjà un premier déséquilibre. Et le deuxième déséquilibre, c'est que dans la façon dont est écrit aujourd'hui le pacte insiste sur les droits des migrants et les devoirs des pays d'accueil. Bon,
effectivement, les migrants ont des droits, les pays d'accueil ont des devoirs, mais on pourrait aussi insister sur les devoirs des migrants et les droits du pays d'accueil. Et puis l'ONU laisse de côté complètement les devoirs des pays d'origine et les devoirs des pays de transit. Donc ça entraîne une sorte de déséquilibre entre les droits et les devoirs. C'est en fait au pays d'accueil de faire tout le travail pour accueillir le mieux possible les migrants, leur fournir un logement et leur fournir du travail, alors que, en ce qui concerne les migrants eux-mêmes et leur pays d'origine, il n'y a pas de devoir qui soit indiqué. Donc on comprend que l'ONU avance à pas feutrer un petit peu sur ces questions-là, puisque l'enrichissement qu'apportent les migrants, c'est-à-dire en fait entre les caricatures, par exemple, quand on entend des Yann Moix qui vous expliquent que les Afghans ont lu Victor Hugo et viennent en France parce qu'ils ont lu Victor Hugo, quand on entend ceux qui disent que les migrants sont responsables de la hausse de la criminalité dans les pays européens, on a du mal à voir comment justement cette migration qui est une crise en réalité depuis plusieurs années peut avoir un apport bénéfique tout simplement pour l'Occident, et même qu'ils ne la mettent pas en danger dans son existence propre. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que ce pacte sur les migrations, il est vide sur le plan de l'application. Car l'ONU dit voilà ce qu'il faut faire, mais elle ne dit pas comment on va le faire. Et l'ONU s'est déchargée de cette opération sur l'OIM, c'est-à-dire l'Organisation internationale des migrations. Mais l'Organisation internationale des migrations, c'est une agence qui peut collecter des données, qui peut faire des propositions. C'est pas du tout une agence d'exécution. Elle n'a pas les moyens de faire. Et alors, d'autre part, ce que vous dites n'est pas faux d'une certaine façon, c'est que un certain nombre de pays ont déjà dit qu'ils ne signeraient pas ce pacte. Non seulement les États-Unis, parce qu'ils n'étaient pas rentrés même dans le processus, mais depuis la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la République tchèque, Israël, la Croatie, la Bulgarie ont dit qu'ils ne le signeraient pas. Et parmi ceux qui vont le signer, un certain nombre ne l'appliqueront pas parce que, en plus, on n'a pas les moyens ni la feuille de route qui permettrait son application. Donc, je trouve que ce pacte... Alors, l'ONU dit, ça n'est pas un pacte contraignant, c'est vrai. C'est un pacte un petit peu formel. Mais on sait aussi que, parfois, les agences de l'ONU provoquent des condamnations morales. On l'a vu avec l'affaire de la crèche Babylou, on l'a vu avec l'affaire de la burqa. Donc, c'est une façon de faire retomber sur un certain nombre de pays des condamnations qui sont des condamnations de pure forme, mais qui peuvent avoir un effet international important. Bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. 4 pays, bientôt 5, ont rejeté le pacte de l'ONU, on le rappelle, États-Unis, Autriche, Hongrie, République tchèque et donc bientôt Pologne. Qu'est-ce qu'il y a dans ce texte, et la Croatie, qu'est-ce qu'il y a dans ce texte qui ne convient pas au gouvernement, à ces gouvernements-là? Alors, moi je crois qu'il faut d'abord regarder les 3 adjectifs qui définissaient le pacte mondial sur les migrations. Des migrations sûres, c'est-à-dire des migrations qui ne posent aucun problème ni pour les migrants, ni pour les gens qui les accueillent. Des migrations ordonnées, ce qui suppose une concertation entre les pays d'origine, les pays de transit et les pays d'accueil. Et des migrations régulières, ce qui vise à freiner les migrations irrégulières avec tous les trafics et les drames qui sont autour. Donc on ne peut pas reprocher à l'ONU d'essayer d'établir une sorte de gouvernance internationale et d'essayer d'établir un équilibre entre les aspirations des migrants d'un côté et la souveraineté des États de l'autre. Mais le problème de ce pacte, et ça explique pourquoi un certain nombre de pays le refusent ou voteront contre, c'est que d'un côté, il est déséquilibré, d'un deuxième côté, il est relativement vide, et d'un troisième côté, il est inapplicable. Pourquoi est-ce qu'il est inapplicable ?
Alors, il est inapplicable parce que pour pouvoir organiser un pacte, il faut une boîte à outils, des outils de travail. On a considéré que c'était l'Organisation internationale des migrations qui allait mettre en place ces outils de travail, mais on a vu de façon générale que quand on confie à une organisation le soin de mettre en application un certain nombre d'idées, un certain nombre de principes, elle a beaucoup de difficultés, non seulement à édicter une feuille de route, mais à suivre l'application de cette feuille de route. Et à partir du moment où vous aurez des pays qui ne l'appliqueront pas, ou des pays qui l'auront voté, mais qui feront en sorte de considérer qu'ils sont quand même souverains et que personne n'ira chercher si véritablement ils l'appliquent ou ils ne l'appliquent pas, ce pacte ne fonctionnera pas. Parce qu'Angela Merkel a dit que c'était un pacte qui n'avait pas de valeur contraignante juridiquement. Alors, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, l'ONU l'a dit, ce pacte n'a pas de valeur contraignante. Sauf qu'il peut être contourné. Il peut y avoir une judiciarisation de ceux qui n'auront pas respecté le pacte. Regardez par exemple, et je prends juste cet exemple, ce qui s'est passé quand le comité des droits de l'homme de l'ONU a condamné la France d'un côté pour l'affaire de la crèche Baby-Lou et d'un autre côté pour la discrimination envers des femmes qui avaient été interpellées parce qu'elles avaient le voile islamique. Ce sont des condamnations qui sont de pure forme, mais en même temps, on demande qu'est-ce que la France va faire pour indemniser les gens et pour réparer. Donc il y a une possibilité de judiciarisation et ça c'est un problème qui médiatiquement va toucher une partie de la population parce qu'une partie de la population française supportera très très mal que l'ONU vienne interférer ou que les agences de l'ONU viennent interférer dans leur propre souveraineté. J'ajoute que, et vous le savez, dans le comité des droits de l'homme de l'ONU, une des commissions est présidée par l'Arabie Saoudite, ce qui, en matière de droits de l'homme, n'est pas tout à fait une garantie. Donc on l'a dit, hein, il y a des pays qui sont sortis de ce pacte, mais comment expliquer le fait qu'il y a quand même plus de 180 pays qui conviennent de ce pacte de l'ONU ? Attendez, un pays d'émigration, c'est-à-dire un pays d'où partent les migrants, il va le voter. Ce pacte. Parce que ce pacte, justement, est déséquilibré. Ce pacte, il insiste sur les devoirs des pays d'accueil, ce qui est relativement compréhensible par rapport aux droits de l'homme et par rapport à un accueil humain. Il insiste beaucoup moins sur les devoirs des pays d'origine et sur les devoirs des pays de transit. Donc, ce pacte est déséquilibré, tout simplement, et ça peut se comprendre très bien, parce que ce sont les pays d'accueil qui vont recevoir les migrants et on insiste justement sur les règles que ces pays d'accueil doivent respecter, sur les droits des migrants, on insiste moins sur les devoirs des migrants et sur aussi le fait que vous l'avez vu, l'ONU a dit les migrants contribuent positivement à l'économie et apporte 9,7% du PIB mondial, ce qui est vrai, mais ça, ce sont les migrants qui travaillent. Merci. Et on a insisté sur le côté positif, et il existe, mais il y a aussi un côté dépense qui, lui, vient en déficit et en négatif. Merci Jean-Paul Gourevitch d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Les véritables enjeux des migrations » aux éditions du Rocher. Et le remplacement des Européens par des migrants, une réalité. Le remplacement de la population européenne par des migrants n'est pas une théorie du complot. C'est une recommandation officielle de l'Organisation des Nations Unies. En juin 2018, la division de la population du département des affaires économiques et sociales de l'ONU a publié un rapport en anglais intitulé « Migration de remplacement, solutions pour les populations en déclin et vieillissantes ». La totalité du rapport de l'ONU annonce une immigration minimum qui permettrait le maintien stable de la population européenne, soit 520 millions. En apparence, cela part d'une bonne intention des dirigeants. C'est pour payer les retraites, disent-ils. Mais les chiffres énoncés sont vertigineux. C'est une vraie submersion migratoire qui nous attend tous. Selon l'ONU, l'Europe devrait accueillir, tenez-vous bien, 160 millions de migrants avant 2025. 160 millions de migrants sur 520 millions d'habitants.
Dans 7 ans, pour stabiliser la démographie de l'Europe, c'est un tiers des Européens qui sera remplacé par une population d'origine immigrée et en plus majoritairement islamique. Quant à la France, qui déborde déjà de migrants depuis 40 ans, elle devra encore absorber 925 000 migrants chaque année jusqu'en 2025, soit près de 7 millions supplémentaires. Ce nouveau cadre immigrationniste mondial s'appelle le Pacte mondial sur les migrations, qui doit être signé à Marrakech par les États membres de l'ONU les 10 et 11 décembre 2018. La Hongrie, l'Italie, l'Autriche, Israël, etc., dirigés par des gouvernements responsables et respectueux de leur peuple, ne signeront pas ce pacte avec le diable. Macron, lui, va signer dès demain, le 10 décembre. Et comme toujours, la propagande institutionnelle ira bon train pour nous faire croire que l'immigration est une chance pour l'Europe et une chance pour la France. Pour masquer l'échec total de l'Union européenne et résoudre l'équation d'une inflation basse avec un chômage élevé, les eurofédéralistes ont opté pour une immigration économique de masse. Les travailleurs immigrés qui accepteront, eux, d'être en plus sous-payés à 1 euro de l'heure, contrairement aux citoyens européens. C'est un immense aveu de la superclasse apatride. Leur modèle ultralibéral mondialisé, façon Attali et Soros, a besoin d'une immigration de masse et d'une absence de frontières nationales pour maintenir leurs super profits financiers mondiaux. Parallèlement, depuis 2015, les eurofédéralistes du Parlement européen poussent la Commission européenne à inventer une nouvelle filière d'immigration. Leur dernier délire est de profiter du réchauffement climatique pour imposer un nouveau statut de réfugiés climatiques qui deviendront de fait inexpulsables à terme. Imaginez, avec l'explosion démographique en Afrique d'ici 2050, ce sera le déferlement de centaines de millions de migrants africains qui, avec les sécheresses et les famines, formeront un exode d'ampleur biblique. Et à cela s'ajouterait un projet d'octroi automatique de visas humanitaires aux migrants par la Commission européenne à la place des États membres de l'Union européenne, comme la France par exemple, sous prétexte d'une crise humanitaire. Avec la complicité des eurofédéralistes immigrationnistes, l'Europe est à la veille d'un tsunami migratoire de type invasion-colonisation. Cette superclasse de dirigeants mondiaux, représentée par Mme Merkel, M. Macron, M. Juncker, M. Draghi, Mme Lagarde, sont des fous et des criminels économiques. Les patriotes français, eux, tirent le signal d'alarme. Nous ne voulons pas que des migrants venus de nulle part prennent définitivement les derniers emplois qui restent dans notre pays. Si nous ne stoppons pas maintenant cette folie, en une génération, nous et nos enfants seront face au péril mortel de notre civilisation, de notre identité et de notre culture ancestrale, qui disparaîtra. Le 10 décembre, mobilisons-nous tous avec les Gilets jaunes contre la signature par Macron du pacte mondial de l'ONU sur les migrations et le 26 mai 2019, aux élections européennes, dégageons les fédéralistes de l'Union européenne, l'Europe aux Européens et la France aux Français. Monsieur Bay, pardon. En mars 2000, l'ONU préconisait déjà l'entrée de 159 millions d'immigrés en Europe d'ici 2025. Aujourd'hui, l'ONU veut nous imposer son pacte mondial pour les migrations. Bien qu'on nous répète que ce texte n'ait aucun caractère contraignant, il vise en réalité à consacrer un prétendu droit à la migration. Présenté comme un nouveau droit de l'homme, il induirait de nouveaux devoirs pour les pays signataires, et ce, au nom d'une charité dévoyée qui fait passer les autres avant les nôtres. J'y vois là un odieux chantage moral qui passe par la culpabilisation des nations occidentales. Car ce sont elles, évidemment, qui sont visées, et non, par exemple, la richissime Arabie saoudite qui n'accepte aucun migrant, mais à qui l'ONU a confié son Conseil des droits de l'homme. Les États-Unis de Donald Trump sont la première nation à s'être retirée de ce scandaleux pacte de l'ONU. Beaucoup d'autres le refusent également, Australie, Hongrie, Autriche, Pologne, République tchèque, Croatie et maintenant Bulgarie. En Europe, à ce rythme-là, il n'y aura plus guère que Macron et Merkel pour vouloir encore signer ce texte. Mais les jours de Merkel sont comptés. C'est elle qui a divisé l'Europe par sa décision unilatérale d'ouvrir les frontières. Pour ma part, je crois au droit collectif des peuples à disposer d'eux-mêmes et d'abord à rester eux-mêmes. N'est-ce pas ainsi que l'on a justifié, dans les années 50, 60 ou 70, tous les mouvements de décolonisation? Pourquoi donc refuserait-on aujourd'hui ces droits aux peuples d'Europe qui subissent une nouvelle forme de colonisation? Mes chers compatriotes, l'Organisation des Nations Unies doit être défendue car elle favorise la coopération entre les 193 États qui en font partie. En cela, elle est un instrument de paix.
mais il lui arrive de prendre de mauvaises décisions. C'est ainsi qu'en juillet dernier, elle a élaboré un accord international qui cherche à organiser l'immigration au niveau mondial. Cet accord s'appelle le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et beaucoup de pays, dont la France du président Macron, s'apprêtent à l'accepter le 11 décembre prochain. Or, c'est un texte scandaleux, car il cherche à favoriser l'immigration qu'il juge bénéfique pour les pays d'accueil. Dans son point 8, il affirme, je cite, que les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable, et qu'il faut en conséquence, je cite toujours, optimiser ses effets positifs. Dans son point 10, il ajoute que l'adoption d'une démarche mondiale est nécessaire pour, je cite encore, optimiser l'ensemble des avantages de la migration. Concrètement, cette politique clairement assumée de submersion migratoire aboutit à proclamer un objectif d'action qui consiste, je cite une dernière fois, à faire en sorte que les filières de migration régulière soient accessibles et plus souples. En clair, l'ONU veut organiser des voies sécurisées d'immigration qui permettront aux Africains de venir en Europe en toute sécurité. Plus besoin de traverser la Méditerranée sur des bateaux de fortune. On ira les chercher directement en avion. L'empire totalitaire est en marche, a tweeté Marine Le Pen. Bien sûr, ce pacte précise pour rassurer qu'il n'est pas un vrai traité, mais un simple cadre de coopération juridiquement non contraignant. Mais il contient 86 fois le mot « engagement ». Bien sûr, il répète à plusieurs reprises qu'il respecte la souveraineté des États. Mais à quoi sert la souveraineté quand on a perdu son identité à cause d'une immigration massive? Beaucoup d'États ont heureusement compris le danger et refusé de signer ce pacte fou. Les États-Unis ont ouvert la voie de la révolte grâce au formidable courage du président Trump. Chose extraordinaire, 6 États membres de l'Union européenne lui ont emboîté le pas. La Hongrie, l'Autriche, la Tchéquie, la Pologne, la Croatie et la Bulgarie. C'est d'autant plus méritoire que le Parlement européen a tenté de faire pression sur eux en approuvant le pacte de l'ONU. Cette révolte de 6 États membres de l'Union européenne est un formidable signe d'espoir. Elle prouve que les peuples européens ne veulent pas mourir et qu'ils sont en train de reprendre leur souveraineté. Gardez confiance. L'espérance est un risque à courir, disait Georges Bernanos. Nos vieilles nations européennes sont en train de se réveiller et elles ne tarderont pas à régler le problème de la submersion migratoire. Mes chers compatriotes, je souhaite vous parler du Pacte mondial sur l'immigration, un document préparé par les Nations Unies et qui sera adopté les 10 et 11 décembre prochains à Marrakech, au Maroc. Ce document repose sur une philosophie, celle du libre accueil des migrants, capables de se déplacer à chaque instant, à n'importe quel endroit de la Terre. Ce document prévoit l'obligation pour les États de faciliter les déplacements, mais aussi oblige ces États à accueillir de bonne manière les migrants dans les pays d'adoption, dans les pays d'accueil. Ce document est extrêmement dangereux car on sait que dans les années à venir, nous allons assister à des déplacements massifs de populations d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, qui se dirigeront tous vers les pays jugés les plus prospères, ces Eldorado imaginés par les damnés de la Terre. Et évidemment, ce sont des pays comme la France, comme l'Allemagne, l'Angleterre ou l'Italie, qui en Europe seront les prochaines cibles de ces vagues migratoires qui ont déjà commencé depuis une bonne dizaine d'années. Nous ne pouvons plus, ni en Europe, ni en Amérique du Nord, accueillir ces vagues migratoires considérables d'un point de vue économique, d'un point de vue social, mais aussi d'un point de vue culturel. Nous ne pouvons pas admettre que des centaines de milliers de migrants puissent venir dans un continent comme l'Europe, au risque de bouleverser les grands équilibres ethnico-culturels de notre civilisation. Si nous encouragions pareil phénomène, nous conduirions l'Europe, mais également toutes les sociétés occidentales, vers un suicide culturel, la fin de notre civilisation. C'est pourquoi il faut s'opposer ardemment à l'adoption d'un tel document. J'invite donc le président Macron à ne pas signer au nom de la France ce document. Je le dis avec d'autant plus de fermeté qu'il a indiqué à plusieurs reprises son intention de signer ce document, au motif qu'il ne serait pas contraignant pour la France. C'est vrai que formellement ce document n'est pas contraignant, mais on sait bien qu'un tel document, venant des Nations Unies, sera demain un point d'appui politique et juridique pour faire évoluer nos législations vers un tour beaucoup plus favorable à l'accueil des migrants. Il est donc important que nous puissions tous nous mobiliser, chacun d'entre nous, sur les réseaux sociaux,
en parlant de ce pacte mondial sur l'immigration autour de nous, en agissant auprès de nos élus, députés, sénateurs, conseillers généraux et conseillers régionaux, pour inviter au fond ces élus également à faire pression sur le gouvernement pour que la France ne puisse pas signer ce pacte mondial d'immigration, comme l'a décidé d'ailleurs les États-Unis, Israël, la Slovénie, la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, des pays qui ont conscience de la nécessité de préserver cet équilibre ethnico-culturel, cet écosystème économique et social qui fait au fond l'éclat de la civilisation européenne. Je crois donc important que chacun d'entre vous, vous preniez conscience de la gravité de la situation et qu'au-delà des luttes que nous avons actuellement, celles des Gilets jaunes, toutes les revendications sociales et économiques que nous portons aujourd'hui partout dans nos rues, que nous ayons aussi à l'esprit ce combat-là, qui est un combat existentiel, qui est un combat culturel que nous devons mener et gagner. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, je m'adresse à vous pour répondre à des questions assez nombreuses qui me sont parvenues émanant de pas mal d'internautes qui m'interrogent sur le pacte de Marrakech de l'Organisation des Nations Unies qui doit être signé à Marrakech le 11 décembre prochain. Ce pacte concerne un pacte sur les migrations au niveau international et suscite beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de rumeurs. Alors, on m'a demandé quel était mon avis. J'ai regardé cette affaire avec à l'esprit ce que l'on appelle le tamis socratique du philosophe grec Socrate, qui, sur tous les sujets, interrompait son interlocuteur en lui demandant « Est-ce que ce que tu me dis est vrai ? Deuxièmement, est-ce que c'est utile ? Troisièmement, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est bon ? » On va regarder ce pacte ensemble. Ce pacte de l'ONU sur les migrations s'appelle le pacte sur les migrations internationales, c'est les migrations sûres, ordonnées et régulières. C'est assez étrange. Certes, ce pacte n'est pas d'application obligatoire, c'est ce qui est mis ultérieurement. Mais si ça n'est pas d'application obligatoire, à quoi sert-il ? Ça n'est pas vrai qu'un document international, c'est un traité, que ça s'appelle pacte, que ça s'appelle Constitution européenne, traité, etc. Dans tous les cas de figure, ce sont des traités internationaux qui lient les États qui les signent puis qui les ratifient. Donc, on ne peut pas dire que le pacte est d'application facultative, puisqu'on va le signer et le ratifier. Ça veut donc dire que même si un certain nombre de ces dispositions sont facultatives, il n'empêche qu'il pose un certain nombre de principes généraux qui vont ensuite servir de référence pour l'avenir. Le premier principe général qui est posé par ce pacte, c'est qu'il s'agirait de régler des migrations sûres, très bien, ordonnées, c'est déjà plus contestable parce qu'on a l'impression qu'il y aurait un ordre derrière, donc une organisation, et régulière, c'est-à-dire qu'il y aurait une organisation qui régulièrement organiserait des migrations. Ça pose quand même un problème. Ce qui est véhiculé par ce texte, c'est l'idée selon laquelle, eh bien, au XXIe siècle, il y a nécessairement des migrations de population qui doivent être ordonnées et régulières. Quand on examine le dossier un petit peu qui fait une quarantaine de pages, je ne vais pas lire ici tout ce dossier, tout ce pacte que j'ai lu de près. On voit notamment, par exemple, cette formule, je la cite de mémoire, « À l'heure de la mondialisation, les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable. » Ce sont des affirmations qui sont peut-être possibles, mais qui sont peut-être aussi contestables. Dire qu'à l'heure de la mondialisation, on voit bien que ce texte s'inscrit dans un contexte géopolitique et économique particulier, dire que les migrations sont facteurs de prospérité, d'innovation et de développement durable, ça reste à démontrer. On pourrait dire tout le contraire. On pourrait dire par exemple que les migrations sont facteurs de prospérité, mais pour qui ? Lorsqu'il y a eu 1 million de migrants qui sont arrivés en Allemagne,
eh bien, ça a été certainement facteur de prospérité pour les actionnaires des grandes entreprises qui ont pu utiliser une main-d'œuvre à des taux extrêmement bas, quand d'ailleurs cette main-d'œuvre n'était pas utilisée purement et simplement dans du travail au noir, sans charge et sans cotisation sociale. Mais ça, c'est la prospérité des actionnaires. Ça n'est pas la prospérité des salariés allemands qui, eux, voient plutôt leur salaire plonger. Quand on dit que, par exemple, l'immigration serait un facteur d'innovation, ça reste aussi à démontrer. On pourrait dire au contraire qu'à partir du moment où il y a une main-d'œuvre très très bon marché qui peut être utilisée presque comme des esclaves du XXIe siècle, eh bien on ne va pas faire les travaux de recherche et développement nécessaires pour trouver des machines se substituant à ce travail humain dont les prix sont bradés. Je lis toujours dans ce pacte de Marrakech l'idée selon laquelle il y aurait nécessité, l'immigration favoriserait une meilleure gouvernance pour permettre d'optimiser tous ces effets positifs. Meilleure gouvernance pour optimiser les effets positifs ? Je suis désolé, mais quand on lit ce pacte, on a effectivement l'impression, c'est même plus qu'une impression, que c'est un document qui se situe dans un contexte idéologique particulier, celui de la mondialisation, celui de l'effacement des frontières, celui selon lequel finalement les main-d'œuvre, les hommes et les femmes sont de simples pions à exploiter, à transférer d'un pays à un autre pour les exploiter au maximum pour le plus grand profit des actionnaires. On ne tient pas compte ou peu compte du problème tout simplement de l'identité nationale, de la volonté des peuples d'être toujours que l'Allemagne reste l'Allemagne, que la France reste la France, que la Russie reste la Russie, etc. Donc je sais bien que ce sont des choses qui paraissent comme absolument scandaleuses pour certains docteurs de la pensée contemporaine. En gros, tous les peuples, grosso modo, réagissent comme ça. Ça n'est pas du tout être xénophobe et raciste que de le dire. Il est normal qu'un pays comme par exemple la France, où il y a actuellement au minimum plus de 3,5 à 4 millions de chômeurs, et encore en se limitant à la seule catégorie A, dans un pays comme la France où le niveau de vie ne cesse de dégringoler, il est assez normal que les Français aient un sentiment de dire c'est pas maintenant que l'on va accueillir de nouveau des flux migratoires importants. D'ailleurs, il y a, d'après les sondages, je crois que c'est 80% de la population française qui est sur cette longueur d'onde. Et encore une fois, je rappelle que pour la Constitution et pour la République, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il faut donc demander au peuple français son avis. Alors moi, ce que je note, c'est que ce document qui doit être signé à Marrakech a fait l'objet d'une polémique qui ne cesse de se développer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. pays, et non des moindres, qui ont décidé, au vu du document, finalement de ne pas le signer. Au premier rang desquels, les États-Unis d'Amérique. Alors certains vont dire « Ah oui, mais c'est les États-Unis de Trump ». Oui, mais quand même, les États-Unis d'Amérique se sont retirés, ne signeront pas ce document. Et puis en Europe, dans l'Union européenne, la Hongrie. Alors je vois d'ici des gens qui disent « Ah oui, mais c'est le gouvernement hongrois ». Bon, qui a mauvaise presse. Et puis après ça, il y a l'Italie. Alors toujours les gens vont dire « Ah oui, mais c'est le gouvernement Salvini ». Et puis après ça, il y a la Bulgarie. Alors là, les gens déjà ne savent plus très bien, parce que il paraît-il que M. Macron est allé en Bulgarie, il trouve ça très très bien, il s'est entretenu avec M. Borisov, là, le Premier ministre. Bon. Et puis il y a la Slovaquie, qui a refusé de signer. Et puis voici que c'est la République tchèque qui refuse de signer. Et puis voici que c'est la Pologne. Et puis que c'est l'Autriche. Et puis que c'est la Belgique. Et puis que c'est, en dehors de l'Union européenne, que c'est Israël qui a refusé de signer, qui refuse de signer. Et puis l'Australie. Donc maintenant, il commence à y avoir... La Suisse, paraît-il, serait même au bord de refuser de signer. Donc maintenant, on a 12, 13, 14 pays, la liste s'allonge, de pays qui refusent de signer ce document en l'état, parce qu'il estime qu'il véhicule une pensée idéologique et géopolitique qui n'a pas
à être imposée par l'Organisation des Nations Unies, même si dans le texte on trouve l'idée que chaque pays reste souverain et ci et ça, parce que dans tout ce genre de texte on trouve toujours des choses qui disent une chose et son contraire, mais l'essentiel c'est l'existence même de ce texte et l'esprit général qu'il imposerait, puisqu'une fois qu'un pays aurait signé puis ratifié, on pourrait lui dire « Mais attendez, vous êtes d'accord sur le fait qu'il doit y avoir une gouvernance générale au niveau mondial pour organiser des migrations sûres, ordonnées et régulières. » Alors, vous connaissez l'Union populaire républicaine. Dans le programme qui est le nôtre depuis des années, j'ai toujours dit que sur 3 grands sujets, qui sont l'énergie, les dettes, la dette publique et l'immigration, nous ferions un grand débat national pendant plusieurs mois en laissant s'exprimer tout le monde et ensuite on demanderait au peuple souverain ce qu'il veut. J'estime que les conditions actuelles ne sont pas réunies pour que la France signe ce pacte. D'abord, ce pacte, pour reprendre ce que disait Socrate, ce pacte n'est pas utile. Ce pacte n'est pas bien parce qu'il arrive au pire moment alors que les passions sont extrêmes sur ce sujet dans tout le continent européen. Et ce pacte n'est pas vrai, n'est pas juste, parce que ça n'est pas vrai. En tout cas, c'est extrêmement contestable que l'immigration, dans l'absolu, favorise la prospérité, favorise l'innovation. Ça favorise la prospérité de certains, des négriers, pour dire les choses telles qu'elles sont, mais c'est au détriment souvent de l'exploitation des populations. Voilà donc un texte dont la vérité est sujette à caution, dont l'utilité est sûre que ce soit vraiment totalement inopportun en ce moment, et dont le caractère bon reste aussi à démontrer, puisqu'il s'agit surtout d'utiliser des populations de façon quasiment les transformer en esclaves. Nous estimons donc, moi j'estime, et l'UPR estime, que face à un débat de cette nature, il faut que ce soit le peuple français qui soit dûment averti d'un tel document. Et puis, il faut que ce soit le peuple français qui tranche par référendum, comme on a demandé au peuple français s'il voulait ou non ratifier la Constitution européenne, qui était un traité européen, par référendum. Eh bien là, il faut qu'on demande au peuple français est-ce que les Français veulent ou non ratifier par référendum le pacte de Marrakech sur les migrations sûres, ordonnées et régulières. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la demande que nous formulons officiellement au chef de l'État et à l'ensemble de la représentation nationale. J'insiste sur le fait que M. Macron commettrait encore une fois une violation de la Constitution s'il s'arrogeait le pouvoir lui-même de signer un tel traité. Et pourquoi cela ? Parce qu'il n'a jamais, pendant la campagne présidentielle, indiqué dans son programme qu'il le ferait. Donc il n'a aucune légitimité pour le faire. D'ailleurs, le pacte à l'époque était encore dans les limbes. Donc il n'a pas de légitimité pour le faire. Deuxièmement, l'article 2 de la Constitution, je ne cesse de le répéter, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le peuple exerce la souveraineté nationale, ça appartient au peuple, et qu'il l'exerce par l'intermédiaire de ses représentants ou par le référendum. Et il est précisé dans l'article de la Constitution, que je cite, il est précisé que nulle fraction de la population, nul individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Évidemment, le président de la République a le pouvoir de prendre des décisions individuelles, celles qui lui sont notamment confiées comme chef des armées, chef considéré comme le représentant de la diplomatie. Avec le Premier ministre qui est le chef de l'administration, ils peuvent prendre des mesures individuelles, bien entendu. Il peut mener des politiques. Mais sur des sujets aussi structurants que celui-là, M. Macron, j'estime, nous estimons, n'a pas le droit d'engager la population française sans avoir demandé et obtenu son accord dans les formes les plus solennelles qui sont celles d'un référendum. Monsieur Macron, nous vous demandons de ne pas signer au nom des Français ce pacte de Marrakech. Vive la République,
Et vive la France. Retrouvez nos analyses, nos propositions, adhérez ou faites un don sur upr.fr. Retrouvez-nous aussi sur Facebook pour partager des idées et participer au direct. Twitter pour suivre les réactions de François Asselineau au jour le jour. YouTube pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour nous aider à rétablir la démocratie, poussez-nous, abonnez-vous, partagez. En somme, tout était certain jusqu'à votre déclaration devant l'Assemblée générale des Nations unies. Les instances internes au pays avaient marqué leur accord, avaient correctement compris le texte, et vous pouviez annoncer que vous alliez le signer. Et depuis le mois de septembre, tout d'un coup vous découvrez que les gouvernements les plus puants de l'Europe ont une influence dans le débat politique belge. Le Danemark, par exemple ? Oh ben, vous savez, si vous voulez, on peut parler en effet de certains gouvernements. Oh, justement, les Pays-Bas. Oui, même les Pays-Bas, dans les questions de migration, en effet, ne sont pas les plus courageux. Oui, parfaitement. Allez. En effet, ceux qui en effet sont en train de tirer l'Europe vers le bas. Parce que finalement, le débat n'est pas belge. Ça, on sait ce qu'il en est en Belgique, sous l'influence de votre partenaire de majorité. Si ce n'était que belge, on commence à s'y habituer à cette médiocrité. Mais le débat, il est européen. Il est de savoir si nous sommes dans le camp, finalement, de ceux qui veulent le progrès du multilatéralisme ou ceux qui veulent de la régression du nationalisme. C'est ça le vrai débat à travers le débat migratoire. Et maintenant, le débat n'est plus de savoir s'il y a des interprétations à donner et si vous allez sortir de votre chapeau une clause de réserve ou une interprétation restrictive. Non. La question est de savoir si on prend en bloc le pacte ou si on ne le prend pas. Si vous le prenez en bloc, vous devez le signer tel quel, sans réserve, avec la volonté d'être à la tête de ceux qui veulent faire en sorte que le multilatéralisme triomphe dans le monde désordonné que certains cherchent à imposer à la conduite du monde. Pacte mondial pour les migrations. Noir sur blanc. Il n'y a pas de retour en arrière. Le 13 juillet 2018, plus de 190 pays se sont mis d'accord pour ratifier le Pacte mondial des Nations unies pour l'immigration qui sera adopté les 10 et 11 décembre 2018 à Marrakech. Ce n'est pas un hasard si cet accord a été conclu le week-end de la finale de la Coupe du Monde 2018. Après tout, il ne s'agit rien de moins que, premièrement, du transfert global et formel de la souveraineté nationale des États individuels au futur super-État de l'ONU. Deuxièmement, de la dissolution des structures démocratiques de la société. Et troisièmement, de la stratégie unifiée pour opprimer, persécuter et combattre les voix qui s'élèvent contre cela de manière critique. Oui, sans exagération, ce pacte peut être considéré comme l'une des étapes les plus importantes sur le chemin vers la tyrannie. Les frontières nationales seront ouvertes à l'avenir à tous les peuples, quelle que soit leur origine, leur culture ou leur nombre. Et quelles qu'en soient les conséquences sur la population locale, ces frontières resteront ouvertes. En même temps, ces personnes ont accès aux systèmes sociaux correspondant au nom de l'égalité des droits de l'homme. Il est temps de visualiser ce que cela signifie pour notre société. Des dizaines, voire des centaines de millions de migrants, rien qu'en provenance d'Afrique, sont déjà en route vers l'Europe promise, ou le seront dans les années à venir. Et non, ce n'est pas de l'alarmisme, c'est la mère réalité. Qui s'étonne quand, selon Gallup, un institut américain bien connu d'études de marché et d'opinion, plus de 30% de la population africaine, dans certains États, plus de 50%, ont déjà envie de migrer en Europe? Ce n'est pas étonnant avec des frontières ouvertes, sans risque d'être rejetés et avec des prestations régulières en espèces, des fonds sociaux provenant des travailleurs, dont le montant mensuel dépasse souvent de loin un salaire annuel dans le pays d'origine en Afrique. Selon Gallup, cela correspond aujourd'hui déjà à plus de 700 millions de migrants potentiels. Dans le même temps, une bombe à retardement démographique d'une ampleur difficilement imaginable, qui explosera de plein fouet dans les décennies à venir, est amorcée en Afrique. Malgré les progrès médicaux et la réduction spectaculaire de la mortalité infantile, les taux de natalité sont restés élevés. Dans plus de 20 pays africains, il y a plus de 5 enfants par femme.
Selon les estimations de l'ONU elle-même, qui demande une migration sans frontières et des frontières ouvertes, la population du continent africain explosera et atteindra 2,5 milliards en 2050 et 4,4 milliards en 2100. Quiconque nous accuse d'alarmisme peut et doit lui-même faire des recherches à ce sujet. Quiconque s'oppose aujourd'hui à ce que ce pacte ne soit pas contraignant doit se rappeler à quel point nos politiciens, en contournant le Parlement et la population, introduisent perfidement des soft laws, c'est-à-dire des accords non contraignants, des droits coutumiers qui au fil des ans deviennent des lois dures. Les exemples ne manquent pas. On ne répétera jamais trop souvent ni trop fort l'information sur ce qui se passe ici et maintenant, car dès que ce pacte non contraignant commencera à prendre effet et que tous les États commenceront à mettre en œuvre ces recommandations, les voix critiques se convertiront en intolérance, en xénophobie et en racisme, et elles seront rapidement poursuivies et punies comme délits de haine répréhensibles. Afin de prévenir de tels délits de haine, c'est-à-dire la critique des circonstances, des mesures sont proposées que nous ne connaissons plus que des dictatures passées. Alors que dans le passé, c'était le parti qui espionnait, persécutait et opprimait les dissidents, les enfermait dans les prisons et les camps de rééducation. Aujourd'hui, c'est la lutte commune mondiale au nom des droits de l'homme, de la démocratie, de l'humanité, de l'égalité et de la tolérance qui criminalise rapidement et persécute la critique objective et la contradiction. La même idéologie avec le même système d'oppression et de tyrannie, mais avec une terminologie différente. Comme dernier acte d'une pièce politique qui s'étend sur plusieurs centaines d'années, ce pacte de l'ONU sur les migrations annonce maintenant la destruction finale de notre société et de notre culture occidentale. En fin de compte, c'est comme l'avait prédit dès 1925 le comte Nicolaus Coudenhove-Kalergi, le père fondateur de l'Union pan-européenne et donc de l'UE actuelle, dans son livre Practical Idealism. L'homme du futur sera un hybride, les races et les castes d'aujourd'hui seront victimes de ce que l'espace, le temps et les préjugés seront de plus en plus surmontés et elles seront remplacées par une race future eurasienne négroïde. Un mélange de peuples sera irréversible et donc définitif, ce que tout producteur de fleurs ou de lapins confirmera. Comment Kalergi aurait-il pu prévoir un tel développement social? À première vue, cela peut sembler être une coïncidence. Est-ce aussi une coïncidence si Angela Merkel, qui a rendu possible le chaos actuel en Allemagne grâce à l'ouverture anticonstitutionnelle des frontières, a reçu pour mérite particulier le prix Coudenhove-Kalergi Europe en 2010? Les 100 dernières années semblent regorger de coïncidences qui, prises individuellement, représentent des pièces indispensables du puzzle dans le développement du chaos actuel en matière d'asile. Il ne s'agit pas seulement des innombrables guerres d'agression au Moyen-Orient et en Afrique qui sont contraires au droit international et de la destruction délibérée au nom de la démocratie et des droits de l'homme d'États homogènes, parfois même florissants et fonctionnant bien. Cela inclut aussi comme un mantra enfoncé dans notre conscience de toutes parts la culpabilité collective historique de la société occidentale pour tous les malheurs et la misère de ce monde. Nous, en tant que coupables des guerres destructrices, en tant que coupables des changements climatiques prétendument causés par l'homme, en tant que coupables de l'exploitation du tiers-monde, en tant que coupables en soi, nous nous voyons imposer par la politique, les médias et la science une obligation d'accueillir sans condition tous les peuples de ce monde avec des conséquences très prévisible. La maison est en feu. Il est temps de se réveiller.